Donc c'est parti. Voilà, c'est parti pour les tops. Du coup, j'ai mis en premier, et ça va faire plaisir à certains, l'Irak, forcément. L'Irak qui finit cette phase de poule avec 9 points, ce qui est absolument incroyable, puisqu'il n'y a que le Qatar et l'Iran qui s'en sortent avec 9 points. Il y aurait possibilité de l'Arabie Saoudite, mais ça part mal. Donc être à ce niveau-là d'entrée, ça sera c'est quand même assez fabuleux. Dans un groupe qui était très compliqué avec des équipes très accrocheuses, on l'a vu. Honnêtement, il y a peut-être pas l'Indonésie, mais une équipe comme le Vietnam aurait franchement pu passer au meilleur troisième dans un autre groupe. Genre si le Vietnam remplaçait le Tadjikistan, par exemple, dans le groupe A, il y avait vraiment moyen que ça passe aussi pour eux. Donc un groupe vraiment très compliqué et dont l'Irak a réussi à sortir premier. Et ça, il faut vraiment tirer un gros chapeau. Belle victoire contre le Japon, 2-1, amplement mérité. Il y a vraiment eu cette capacité à faire déjouer le, le Japon, qui n'est pas très en forme, mais voilà, qui est quand même une équipe très belle sur le papier, et avoir réussi à la contenir autant, c'est assez fabuleux. Et après, il y a eu ce match contre le Vietnam, qui a été moins maîtrisé parce qu'on avait une équipe B directement d'entrée. Donc le Vietnam a su en profiter et mené 1-0 à la mi-temps. Mais dès le retour des vestiaires, moins de 2 minutes, un but sur coup de pied arrêté, qui est pourtant une des choses que le Vietnam maîtrise. Donc c'est bien de voir l'Irak réussir à aller conquérir des terrains que les adversaires pourtant maîtrisent. Et ensuite, il y a eu un autre deuxième but. L'entrée d'Ali Jassim et d'Aymen Hussein à la mi-temps, très intelligente. Ali Jassim qui s'en sort avec 2 passes décisives, qui est vraiment un joueur à part. Et Aymen Hussein, hein, qui est un peu ce buteur que beaucoup de sélections ont viré, puissant, qui du coup, pardon, qui marque un doublé avec du coup sa très bonne détente et son bon sens d'anticipation, plus le penalty. Bon, il rate un penalty. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, parce qu'au final, il finit dans la phase de poule avec 5 buts marqués en 3 matchs, enfin 2 matchs et demi même, c'est quand même assez pharaonique. Et qui devrait finir normalement largement meilleur buteur de cette phase de groupe, puisque les deuxièmes, c'est Ayes Seweda et Akram Afif qui sont à 3 buts. Donc il a 2 buts d'avance sur eux. Voilà. Après, un Irak magnifique aussi, après, avec des joueurs comme Youssef Amin, qui avait eu peu de temps de jeu et qui a fait un très bon match contre le Vietnam aussi, qui a provoqué 2 pénaltys quand même. T'as le gardien irakien qui a été très serein, une défense solide. Même quand tu vois que tu peux faire entrer un gars comme Franz Poutros, que j'aime beaucoup, et qui était sur le banc, et que tu peux faire entrer un gars comme ça, c'est que même il y a quand même assez de profondeur en défense. Et voilà. Mais l'attaque fait en tout cas vraiment plaisir avec Hussein, avec Ali Jassim, avec Youssef Amin, avec tous ces gens-là. Avec Al Hamadi aussi, qui était sur le banc, qui a très peu joué, mais qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui marque pas mal du côté de Wimbledon en Angleterre. Donc franchement, l'Irak, ça va être magnifique à voir jouer pour la suite et on va espérer que ça aille le plus loin possible parce que c'est ce genre de pays qui font que la Coupe d'Asie est si belle. Ah oui, Mohamed, ouais. Ah, c'est vrai que j'aurais pu parler de Mohamed Ali aussi. Magnifique joueur, franchement. Franchement, l'Irak a une belle génération. Je pense qu'on les verra pour la Coupe du Monde 2026. Ça serait fou de pas les voir, vu comme ils commencent à s'imposer dans le paysage touristique asiatique. Donc, euh, donc voilà, c'est super et on va voir ce que ça donne ensuite. En deuxième top, on va parler d'un pays historique qui marque l'histoire doublement, le Tadjikistan. Première participation à la Coupe d'Asie, première qualif en huitième. Il y a beaucoup de pays qui aimeraient avoir qui, qui aimeraient pouvoir se targuer d'avoir ce palmarès-là. Donc le Tadjikistan qui avait malheureusement perdu contre le Qatar malgré un très bon match à la deuxième journée, mais malheureusement un exploit individuel d'Akram Afif, on reparlera de lui un peu plus tard, et beaucoup d'inefficacité offensive. Ça a été le cas pendant longtemps face au Liban, du coup qui avait ouvert le score et qui éliminait potentiellement le Tadjikistan. Et puis on a eu cette fin de match totalement folle, ce but sur coup franc, puis la tête lobée, et la victoire 2-1 du Tadjikistan face au Liban. Magnifique, hein. Amplement mérité pour tous les suiveurs du foot asiatique, parce que c'est un pays qui travaille bien, qui se donne les moyens, et qui là en plus a vraiment produit un des plus beaux jeux de ce début de Coupe d'Asie. Alors il a manqué beaucoup d'efficacité, mais des joueurs comme Shervoni Mabatchoyev, Rustam Soyrov, Alisher Jalilov, Erson Panchanbe, c'est vraiment des joueurs fabuleux.
Et c'est très positif de les voir en huitième. Ça risque d'être compliqué ensuite pour le Tadjikistan, mais l'objectif a été amplement passé. Et donc maintenant c'est que du bonus pour eux. On va aussi souligner la performance de Roustam Yatimov, le gardien, qui a peut-être pour moi été le meilleur gardien de ces phases de groupe pour l'instant. Contredisez-moi si vous avez un autre joueur, mais pour moi, pour moi il a vraiment été au-dessus du lot, tant par ses sorties aériennes, ses sorties dans les pieds, sur la ligne, il a été vraiment toujours impeccable, et c'est le seul qui a su garder ce niveau sur les trois matchs. Par exemple, la Khalid Aissa des Émirats, il a été très bon les deux premiers matchs, mais son dernier match là contre l'Iran, il a été absolument catastrophique. Donc là, cette Coupe d'Asie de Rostam Yatimov, pour l'instant, elle est vraiment, vraiment excellente. Franchement, quand le Tadjikistan a marqué ses deux buts, j'ai hurlé dans mon appart. J'étais tellement content parce que c'est vraiment mon équipe frisson. Et d'ailleurs, je le dis, la semaine prochaine, je sors une vidéo sur cette phase de groupe du Tadjikistan. Et peut-être je vais attendre les huitièmes aussi, voir s'ils passent. Où il y aura vraiment une vidéo sur ça. Où je vais essayer de retranscrire un peu ce que j'ai ressenti parce que c'est mon équipe coup de cœur. Et j'ai vu les trois matchs. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Tadjikistan. Maintenant, on va passer à un autre pays qui va faire plaisir, à une autre grande surprise. Forcément, la Palestine. Je pense que 95% des Asiatiques sont heureux de l'avoir passé. Et beaucoup, beaucoup de gens dans le monde aussi. Surtout que comme le Tadjikistan, ça passe avec la manière. C'est-à-dire que le premier match contre l'Iran, où c'était catastrophique, on pourrait presque dire que c'est une erreur de parcours, parce que le reste, il est absolument excellent de la part de la Palestine. Du coup, il y a eu ce match contre les Émirats, qui a été remporté, non, pardon, pas qui a pas été remporté, ce match contre les Émirats, qui a fini sur un score de 1 partout, et qui aurait franchement, la Palestine qui aurait franchement mérité mieux, vu comme elle a dominé ces Émirats. Oday Dabar, le pauvre, qui aura raté beaucoup de choses, parce que ses partenaires lui ont vraiment mis des caviars. Finalement, il y a match nul grâce à un CSC de Bader, le défenseur émirati. Donc il y a eu ce match nul. Et puis enfin, la victoire contre Hong Kong qui est amplement méritée. On a vu très très beau football de la Palestine avec une attaque avec Abou Warda, avec Dabar, avec Tamer Seyam qui a été franchement excellent. Tamer Seyam qui statistiquement aura pas fait un super tournoi, mais qui dans l'intention, dans la dans le don de soi, aura vraiment, vraiment été un joueur incroyable pour cette Palestine. Tout le temps, il était partout, il a couru à droite, à gauche, il a gratté des ballons. Donc, franchement, Tamer Seyam, c'est un joueur que j'aime beaucoup du côté de Prachuap en Thaïlande. Et franchement, c'est bien de le voir réussir comme ça avec son pays. Donc voilà. Pour le match contre Hong Kong, on peut aussi noter le fabuleux match de Al-Battat, Moussa Al-Battat, le latéral droit, qui pour moi est le meilleur latéral droit de ce début de compétition, qui joue assez haut, qui fait des centres au millimètre, et Dieu sait que dans le foot actuel, les latéraux qui savent centrer, c'est de moins en moins courant. Voilà, donc il a mis des caviars à Dabar, il a mis des caviars à tout le monde. Défensivement, il a été solide aussi, franchement. Cette équipe de Palestine, elle fait vraiment, vraiment, vraiment très plaisir à voir. On peut parler aussi du jeu au pied de son gardien, de Rami Hamada, qui a été fabuleux, qui a été décisif aussi dire contre Hong Kong. Franchement, avec un gardien aussi bon, une défense solide. Franchement, en huitième, ne pas enterrer la Palestine. On pourra voir des belles choses et pourquoi pas des surprises, même si on l'a vu malheureusement contre les équipes avec des grosses individualités, ça cale, malheureusement. Voilà pour la Palestine. Quelques mots improvisés sur la Syrie, parce que c'était pas prévu dans mes notes, mais j'ai envie d'en parler aussi. Qualification historique des Syriens, euh, il y avait, qui jusqu'à présent, qui du coup jouaient leur huitième phase de poule de Coupe d'Asie, et seulement première qualification, il aura fallu 7 phases de poule avant pour que ça passe. Donc évidemment, ça fait quand même plaisir pour la Syrie, qui est un pays pareil, géopolitiquement dans une situation assez triste. Euh, les travaux d'Hector Cooper ont payé. Le Cooper Ball, c'est pas un jeu plaisant, c'est pas un football champagne, mais force est de constater que ça a fonctionné. Après, en face c'était l'Inde, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais au final, ça fait 4 points et ça passe pour la Syrie. Et franchement, c'est plus que mérité. Plus que mérité pour cette équipe syrienne. En plus, sans, sans Omar Al-Soma, du coup, en plus, qui est hors de forme. Donc, donc voilà, ça fait plaisir.
Du coup, ouais, contre Hong Kong, une série en plus assez séduisante en seconde mi-temps aussi, grâce à l'entrée de d'Omar Ribin, du coup, qui a fait beaucoup de bien, qui formait un magnifique duo avec Ressar. Ça, c'était très intéressant. Ils se sont beaucoup trouvés, beaucoup de combinaisons. Finalement, c'est pas sur la plus belle combinaison qu'il y a le but de la victoire, mais ça rentre. Donc voilà, c'est le principal. Et du coup, bah, hâte de voir ce que la Syrie va faire. Pareil, ça va être compliqué en huitième, mais bon, ça reste déjà un exploit célébré. Et comme pour le Tadjikistan, comme pour la Palestine, maintenant c'est que du bonus. C'est-à-dire que le contrat a été rempli, les émotions sont arrivées, c'est historique. Maintenant, on se fait plaisir sur le terrain. Tant pis si on se prend une caisse, c'est pas grave, c'est que du bonheur. Donc cinquième top, l'Iran, qui termine avec 9 points et qui n'a jamais vraiment été inquiété pendant ses phases de poule. Contre Hong Kong, c'était pas incroyable, mais là, hier, contre les Émirats, c'était un nouveau festival face à des Émirats très faibles avec qui faisaient beaucoup d'erreurs défensives, notamment Bader. Mais, euh, mais c'était quand même très suffisant. Il y a eu cette magnifique passe de Azmoun pour Taremi. Les deux sont globalement très bien trouvés pendant le match. Le but des Émirats à la fin, franchement, il va vraiment contre le cours du jeu. Parce que Azmoun a beaucoup croqué sur ce match, malheureusement. C'est peut-être le petit hic, c'est que l'Iran aurait pu en mettre deux de plus, je pense. Surtout que Khalid Aissa était pas du tout dans son match, le gardien, vu c'est ça, le gardien des Émirats. Dans ses sorties aériennes, c'était pas ça du tout. Mais bon, au final, la victoire est là. Les 9 points sur 9 sont là et l'Iran va s'avancer sereinement en tant que, je vais pas dire plus grand favori, mais en même temps, quand on voit les autres grands favoris, tu peux que penser que l'Iran est un grand favori. Maintenant, comme toujours, le problème de l'Iran, c'est que c'est à partir d'écart que ça commence à faire n'importe quoi. Voilà. Ils ont eu chaud aux fesses contre Hong Kong. Oui, mais c'était pas non plus impossible. Ils ont ralenti contre Hong Kong. Ils attendaient le match contre les Émirats. Ils ont joué tranquillement. Enfin, ils n'ont pas joué leur vrai football, l'Iran contre Hong Kong. Si tu vois, si Hong Kong avait marqué, je pense que la suite du match aurait été tout autre. Encore un dernier pays du coup en top. Je vais mettre le Bahreïn. Parce que mine de rien, le Bahreïn termine premier de sa poule, j'ai envie de dire unexpected, hein. Franchement, qui aurait pu penser que les planètes s'aligneraient pour que le Bahreïn finisse devant la Jordanie et la Corée, surtout en étant troisième après la deuxième journée, surtout en ayant fait un match bien moyen contre la Corée du Sud avec beaucoup de largesse défensive. Et justement, la défense, que ce soit contre la Jordanie ou contre la Malaisie, ça a été parfait. Défensivement, le Bahreïn, ils sont vraiment bien rentrés dans leur compétition. Il a fallu ce premier match un peu compliqué, mais voilà. Offensivement, c'est pas la joie, c'est pas le football champagne non plus, c'est comme la Syrie. Mais voilà, ça fait le taf, 2 fois 1-0. C'est tout ce qu'il fallait pour le Bahreïn. Du coup, solidité, efficacité. But de Youssouf Hilal aussi, qui a fait la célébration comme ça, parce que il n'a pas eu une carrière assez simple, hein, Youssouf Hilal quand même. Il a beaucoup joué en République tchèque. Il a fait une pige en Indonésie au Persija Jakarta, donc le club que je supporte, où ça a été très moyen, où il s'est un peu fait secouer par les fans. Pareil en sélection, il a traversé un peu le désert pendant un moment, mais là ça va mieux pour lui. Il a marqué son but, et puis voilà, c'est super. Bahreïn, si ce réaliste aujourd'hui, gagne 3-0. J'ai pas vu la seconde mi-temps du coup de Bahreïn-Jordanie. Après, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que la Jordanie avançait avec une équipe mi-B. Alors il n'y a pas d'Altamari et tout, voire même B. Et on s'en foutait. Et en vrai, dans ce groupe E, toute la subtilité, c'est que personne ne voulait être premier, ni la Jordanie, ni la Corée au final. Parce que être premier, ça impliquait de jouer contre le Japon. Donc, franchement, pour la Jordanie, finir troisième, c'est mieux que de finir premier. Donc, voilà. Voilà. Du coup, c'est normal qu'ils aient pas beaucoup joué. Mais après, il faut quand même souligner du coup la perf du Bahreïn, on va dire face à la Malaisie, on a vu finalement la Malaisie sait jouer au football. Du coup, l'avoir battu assez sereinement la semaine dernière, bah c'est du bon travail quoi. On va reprendre un peu du coup ces tops et j'ai noté en top Ayase Ueda, même si bon, ça était juste sur le dernier match, mais je l'ai noté pour le différencier du Japon qui ira dans les flops. Ce bon vieux Ayase Ueda, du coup, qui, après un début de saison totalement fantomatique à Feyenoord, où il joue peu et où il y a peu de raisons de le faire jouer de manière générale, parce qu'il montre quasiment rien. Du coup, qui après une saison compliquée à Feyenoord, et bah, arrive en sélection où il performe toujours plus. Ueda, c'est 10 buts en 28 sélections. C'est quand même
c'est quand même assez solide, franchement, Ayase Ueda. Du coup, bah, hier, but sur penalty d'entrée, après une faute totalement stupide de Jordi Amat, le défenseur indonésien, on en parlera. Ensuite, le 2-0. Et le troisième but, qui est un CSC de Justin Hubner, qui est provoqué par Ueda, qui fait un très bon crochet dans la défense, et qui frappe. Et ça, Hubner qui le dévie dans son but. Donc, franchement, beau match d'AS Ueda, qui a su se rendre aussi disponible. On l'a vu dans le jeu, même si ça n'a pas été toujours parfait. Il a été beaucoup moins fantomatique que Mao Soya au premier match et que Takuma Asano au second. J'ai envie de dire, c'est normal. Moriyasu qui fait jouer au premier match un jeune qui a jamais joué une grande compétition avec le Japon, et au deuxième match un ailier en pointe. Donc voilà, quelque part, encore heureux que Ueda performe face à ça. Du coup, bah, il faut le voir absolument maintenant, hein. Ça doit être lui le nouveau titulaire. Franchement, il y a voilà. Donc très heureux pour lui parce que il traverse une période compliquée en ce moment et ça peut peut-être le relancer en club aussi. En autre top, du coup, j'ai noté Akram Afif, qui est un peu la seule réelle étincelle du Qatar. Un Qatar qui fait des phases de poule dégueulasses comme d'habitude, qui s'en tire bien comme d'habitude. Donc voilà, ce Akram Afif qui a marqué le seul but contre le Tadjikistan, le but qui qualifiait d'office le Qatar, sur une percée individuelle totalement folle. Voilà, sans être flamboyant parce qu'il a beaucoup de déchets, il fait les matchs en entier parce qu'il est trop précieux. C'est le seul qui fait des différences parce que Almoez Ali est absolument transparent depuis le début de la Coupe d'Asie, c'est assez terrible à voir. Contre la Chine, il n'est pas buteur à FIF, mais il est passeur et il fait du coup ce magnifique corner qui est repris en deux volets par Al Khaidos qui finit en pleine lucarne. Donc encore une fois décisif. Donc Akram Afif, il a dû être décisif peut-être sur quasiment tous les buts du Qatar, si ce n'est tous, je sais pas, j'avoue que j'ai pas en tête les buts contre le Liban, mais il est décisif quasiment tout le temps. Donc, euh, donc franchement, heureusement qu'il est là, parce que sans lui, le Qatar, je suis même pas sûr que ça passe, hein. Franchement, que ce soit Al Ali, que ce soit Youssouf Abdourissag, que ce soit Al Khaidos malgré son but, ça a été très 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 faible offensivement le Qatar. Heureusement, défensivement ça a tenu parce qu'en face il n'y avait pas grand chose. Ou alors, comme le Tadjikistan, ça croquait beaucoup. Mais franchement, voilà. Il me reste du coup deux tops que j'ai notés. J'ai mis Faisal Halim pour du coup la Malaisie, qui a été encore une fois le seul Malais vraiment vraiment au niveau offensivement. Sur les deux premiers matchs, il n'a pas été à son prime, peut-être Harry Feynman avait été meilleur, mais aujourd'hui il a fait un match de titan contre la Corée, puisque c'est lui qui va égaliser, qui va bien travailler le gardien de la défense coréenne. En plus, il n'y avait pas de repli de la part des milieux, donc ils étaient en 1 contre 2, mais ça se négocie assez bien pour lui, vu sa technicité. Et qui derrière enroule sa frappe magnifiquement. Ensuite, il est sur l'action qui provoque le penalty du 2-1. Et voilà. Et ensuite, même en seconde mi-temps, il a continué d'accélérer, très rapide, très, très technique, très dur à stopper, Faisal Halim. Franchement, un excellent joyau du football malais qu'on voit depuis des années et qui continue de régaler. Donc, avec Harry Feynman, ça sera intéressant à suivre quand même pour la suite. Le problème de la Malaisie, c'est toujours le même, c'est le milieu de terrain et la défense qui pêche. Mais voilà. En tout cas, offensivement, le trio Locke, Ayman et Halim, franchement, j'ai bien aimé sur ce match. Dommage que ça ait pas été aussi bon sur les deux premiers. Bref, voilà. Et je vais finir par un dernier top un peu global. Je vais mettre ces jeunes joueurs qui portent leurs équipes. C'est-à-dire l'avenir de l'Asie. Parce que cette Coupe d'Asie, on voit beaucoup de jeunes joueurs qui s'y imposent et qui montrent de belles choses. Et c'est très prometteur parce que forcément pour l'avenir d'avoir les meilleurs joueurs qui sont jeunes. Donc en premier, je vais parler de Sultan Adil, qui, même s'il n'a pas été tout vent parfait, semble vraiment être le bon successeur pour Ali Mabrout. Il finit avec 2 buts, Sultan Adil, avec les Émirats, dans des Émirats qui en plus étaient dégueulasses offensivement. Donc on peut dire que c'est presque un petit exploit d'avoir marqué ces 2 buts. Il fait encore des erreurs, il est encore parfois fantomatique, mais le fait est que franchement, il a son tournoi, il est très positif à 19 ans. Donc Sultan Adil, je vais mettre Aïd Jassim, forcément, qui est monstrueux de technicité, monstrueux d'efficacité. Il finit le tournoi avec 2 passes décisives, il n'a pas marqué, même s'il aurait pu. Et voilà, même si
il a moins d'impact que les autres sur l'Irak, parce que l'Irak a d'autres joueurs de grand talent, ça reste quand même un des joueurs marquants de ces phases de poule pour l'Irak, donc il faut souligner sa perf. Marcelino, en vrai, j'ai pas trouvé son tournoi si fou, même s'il a fait des très très belles actions, notamment des courses et tout assez folles. Mais forcément, quand même, ça lui reste lui qui porte le front offensif indonésien, parce que malheureusement, Raphaël Struik a fait ce qu'il a pu. Jacob Sayuri, je comprends pas qu'il joue les 3 matchs, parce qu'il a un peu montré quand même. Et voilà, en plus, c'est Egdi Molana Vikri qui sort sur civière à cause d'un tacle de boucher de Minamino. Donc voilà. Marcelino, c'est vrai qu'il a quand même un peu porté son équipe, mais après, il était bien seul, malheureusement. J'ai mis du coup forcément dans les jeunes qui portent leur équipe à Bozbek Faizoulayev, ça semble être une évidence, vu comme il a apporté à l'Ouzbékistan, un Ouzbékistan bien terne, un Ouzbékistan un peu triste offensivement, qui cherchait encore ses marques, avec Katanec qui faisait n'importe quoi tactiquement, vu que l'Ouzbékistan a joué avec 3 compos différentes sur les 3 matchs. Certains crieront au génie d'adaptation, moi je dirais que c'était surtout qu'il savait pas trop quoi faire. Mais voilà, Faizoulayev, il a joué en 10, il a joué en faux ailier gauche, il a joué en 8, il a tout fait bien à chaque fois. Offensivement, il apportait le plus, il remontait beaucoup les ballons. Donc franchement, c'est sûrement, j'avais déjà dit avant le tournoi, c'est mon jeune à suivre pour l'Ouzbékistan. Et ça s'est confirmé encore, hein. Franchement, lui, dans 6 mois, un an, il signe en Europe et genre, il va pas signer en Biélorussie, quoi. Il va signer dans le Big Seven. Donc franchement, Faizoleyev, c'est dur de pas vraiment être hypé par ce joueur. Et puis, et puis en jeune qui porte leur pays, j'ai mis Kang In Lee. Parce que du coup, bah, entre son coup franc de tout à l'heure et ses performances globales, il fait une bonne première Coupe d'Asie, franchement. À l'image de ce qu'il est capable de faire avec Mallorca et avec le PSG, ce qu'il a fait avec les U23, c'est vraiment le joueur qui portera la Corée dans l'avenir. Il n'y a aucun doute sur ça. Il le montre. Il a le talent pour, il a le mental pour, il a l'amour du maillot pour. Donc voilà. Lee Kang-in, franchement, personne n'en doutait du fait qu'il serait monstrueux, mais il faut que c'est toujours bon de le souligner quand même. Voilà. Futur capitaine même pour Lee, bien sûr, il sera capitaine à l'avenir. Ça sera Son, enfin, il aura l'aura de Son à l'avenir en sélection, il n'y a aucun doute sur ça. Si ce n'est plus même. Bon, on va passer au flop. On va passer au flop et là ça va saigner. Là, ça va faire mal. J'ai 6 équipes, je vais taper sur 6 équipes, donc il y en a d'autres que j'aurais pu taper, genre Hong Kong, mais j'ai pas envie de taper sur Hong Kong parce qu'Hong Kong au moins ils essayent de jouer. Mais du coup, on va taper d'entrée sur le Japon, ça sera fait, qui, malgré sa victoire 3-1, c'est une victoire en trompe-l'œil parce que le Japon a été très très peu dangereux, j'ai trouvé, et au final, les 3 buts japonais viennent de 3 erreurs indonésiennes. Il y a eu le penalty provoqué par Jordi Amat, il y a eu le centre, c'était qui? C'était de Dohan qui cherchait Kubo avec du coup Amat et Rido sur Kubo, mais le ballon il passe, et Hubner qui est en train de regarder dans les tribunes, je sais pas si vous voyez une jolie meuf, mais qui a pas vu du coup Ueda qui était au second poteau tout seul, qui a eu juste eu à pousser la balle au fond. Et le troisième but, du coup, bah, le CSC de Hubner. Donc au final, ce Japon n'a pas été capable de marquer sans erreur de la défense adverse. Et ça me dérange, parce qu'au final, on sait toujours pas ce que vaut réellement ce Japon. Enfin, oh non, non, c'est pas ça. Je vais plutôt dire, on n'a toujours pas revu ce prime du Japon. Contre le Vietnam, c'était très compliqué. Il y a aussi des erreurs défensives qui ont permis à ce Japon de marquer. On a du coup bah, le match face à l'Irak. Globalement, en fait, j'ai l'impression que ce Japon, il est incapable, il a vraiment l'impression d'être incapable de marquer si en face, ça se trouve pas. Il a eu la chance de tomber dans un groupe avec le Vietnam et l'Indonésie, 2 équipes très fébriles défensivement. Mais sans ça, par exemple, contre des équipes comme la Syrie et tout, est-ce que ce Japon il aurait pu sortir son épingle du jeu? Bah je sais pas. Et ça me pose beaucoup de problèmes pour la suite parce que là, le futur adversaire, bah, ça sera le Bahreïn, donc ça devrait passer. Mais après, contre l'Iran, tu ne peux pas produire si peu. Et tu peux pas être aussi à l'ouest défensivement. Encore contre l'Indonésie, ça allait, même si faut quand même nuancer sur le fait que l'Indonésie, offensivement, c'était très faible sur ce tournoi. Mais j'ai trouvé la titularisation de Seiya Maikuma très pertinente, et je serais presque d'avis de le garder
à la place de Sugawara pour le prochain match. Vous savez, je suis le premier à critiquer le Cerezo et à taper sur Meikuma, parce que c'est pas un joueur que je trouve fabuleux, mais le fait est que son match a été vraiment, vraiment très bon, quoi. Et pareil pour Nakayama aussi. Franchement, avant la compétition, tu m'aurais demandé les latéraux, je t'aurais dit Ito, Sugawara. Maintenant, j'en viens à me demander s'il faut pas mettre Nakayama et Meikuma. Voilà. Après, le match de Machida aussi a été bien meilleur que ceux de Taniguchi, ce qui après a la portée de beaucoup de monde quelque part. Et puis voilà. Et puis on va parler du sujet qui fâche, Zion Suzuki. Encore un match foiré. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode il faut le garder pour faire taire les détracteurs. Bah au final ça n'a pas payé puisque les détracteurs continuent de détracter, voilà, même si ça veut rien dire. Et il va en ressortir, on va avoir encore plus de problèmes. Alors que tu vois, tu mets un Maekawa pour ton troisième match, ça reste quand même un gardien fiable en ce moment. Le problème, c'est que Suzuki, on le sait que Suzuki, il a ses problèmes de concentration et ses problèmes de mental. Ça fait des années qu'il les traîne avec Urawa. C'est complètement stupide de le jeter dans une compétition aussi importante, la première qu'il va disputer en tant que numéro un. C'était sûr que ça courait au casse-pipe. Et le problème, c'est que le merde, pendant les trois matchs, en plus, tu montres que, bah, en fait, vu que hier, tu n'as pas testé Maekawa ou Nozawa, tu seras obligé de remettre Suzuki face au Bahreïn et en quart et en demi et en finale. Ça serait bizarre sinon. Du coup, bah, le problème c'est que le Japon avec Suzuki, je sais pas ce qui peut se passer. Son jeu au pied, il est pas bon, mais ça on le savait, ça fait des années qu'il est pas bon son jeu au pied. Et voilà. Et au final, tu t'en sors avec un Suzuki détruit mentalement. Pas de possibilité de changement pour les huitièmes, parce que ce serait étrange, vu que t'as pas testé tes autres gardiens. Les racistes qui s'en donnent à cœur joie. Donc au final, t'as été perdant-perdant d'aligner Suzuki hier. Et voilà. Daniel Schmidt méritait pas d'être sélectionné. En fait, le problème, c'est que en temps normal, il y aurait eu Daniel Schmidt et Kosuke Nakamura, sauf que les deux ont une situation très étrange dans le club. C'est-à-dire que Nakamura ne jouait plus après sa blessure, et Schmidt bah, était sans club, quoi. Du coup, ça gêne de prendre des gardiens dans ce genre de situation. Mais ça aurait été bien de prendre des joueurs comme Yohei Takaoka, d'aller chercher un Park Il-gyu, parce que c'est des joueurs d'expérience qui, même si c'est intrinsèquement des moins bons gardiens que Zion Suzuki sur leur ligne, par exemple, niveau fiabilité et expérience dans ce genre de compétition, c'est décisif en fait. Donc voilà. Donc Moriyasu, il a foiré sa liste à ce niveau-là malheureusement, et c'est ça laisse très peu de confiance pour la suite. Bon, je pense qu'on peut clore sur le Japon. Globalement, on aura l'occasion d'en reparler après. En deuxième flop, on va aller vite. J'en ai déjà parlé du coup les Émirats qui finissent finalement quand même deuxième grâce à la différence de but. Voilà, un tournoi compliqué, ça avait bien commencé pourtant face à Hong Kong. Même si, comme je dis, je t'avais trouvé le match assez bizarre quand même. Et les Émirats pas forcément fabuleux. Mais ensuite, il y a eu le match nul contre la Palestine, où la Palestine a tiré genre 25 fois, c'était de la folie. Les Émirats étaient à 10 tout le match et ils ont quasiment rien montré. Et puis il y a eu ce match contre l'Iran, absolument désastreux, avec des erreurs défensives, des erreurs de placement, offensivement un néant total. Et un score qui finalement reflète pas la physionomie. Donc ces Émirats, ils me font très très peur pour la suite. Vous rappelez, en début de compétition, j'avais dit que pour moi, les Émirats étaient repassés devant le Qatar en termes de niveau. Bah, ça remet en question un peu mon jugement, là, je vous avoue. Après, c'est compliqué de juger des matchs comme ça, parce que la Coupe d'Asie, c'est quand même une compétition à part. Mais c'est dur d'être optimiste pour les Émirats pour la suite, quand même. J'ai trouvé aussi les choix de Paolo Bento très bizarres, notamment Mabrout qui a quasiment pas joué. Donc aujourd'hui c'était Al-Hassani qui est en pointe. Bon, il a marqué, mais à part ça, il a rien fait d'autre. Enfin, pas aujourd'hui, enfin, cette journée-là, vous avez compris, troisième journée. Il a pas fait grand-chose, mais bon. Euh, voilà. Et pareil, une équipe mi-B qui est alignée face à l'Iran. Comme si, euh, comme si je n'avais plus rien à faire. Alors, en soi, il s'était déjà qualifié avec 4 points, mais quand même, c'est moche, quoi. Les Émirats, c'est censé être le top 8 asiatique, quoi. Donc, t'es censé proposer du jeu, même face à l'Iran. Donc, bon, c'est décevant. Je suis pas sûr que Paulo Bento soit l'homme de la situation non plus, d'ailleurs. Voilà. Ça se discute. Je pense qu'en finissant deuxième, il a sauvé sa place, quand même. Enfin, je pense qu'il aurait pas été viré en cours de compétition, mais il aurait potentiellement été viré après la compète. Donc, en faisant ça, peut-être ça le sauve un peu. Et puis, on verra la suite. Et il me reste 4 flops. Du coup, j'ai envie de parler de la Corée du Sud maintenant, comme ça on évacue. Voilà. Deuxième et troisième journée, deux matchs nuls à chaque fois. 5 buts marqués, 5 buts encaissés. Voilà. Offensive. Mais en plus, le pire, c'est que offensivement, malgré les 5 buts, j'ai vraiment pas trouvé ça flamboyant, hein. Franchement,
Vraiment, Son passe totalement à travers de sa compétition. Euh, Wang Chan, je suis pas convaincu non plus. Franchement, voilà. Et alors défensivement, c'est catastrophique. On parlait du but de la Malaisie tout à l'heure de Faisal Halim. Il n'y a aucun repli défensif. Aucun. T'as tes deux centraux qui défendent sur Halim et t'as personne qui revient. Il a le temps de dribbler pendant quoi 5-7 secondes dans la défense avant de frapper sans que personne ne revienne sur lui. Donc on en parlait de cette défense coréenne qui me faisait peur. Ah, là, c'est encore, pour moi, là, c'est encore plus, ça me fait encore plus peur que le Japon. Dans le sens où le Japon, c'est davantage peut-être l'envie qui me fait peur. Parce que l'envie, ça se corrige. Là, la Corée, je pense qu'il y a quand même plus d'envie. Mais alors, défensivement, c'est vraiment très problématique, hein. Il y a des trous dans le dos des latéraux. C'est fou, oh là 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 là. Non, franchement, c'est très. Même Kim Min-jae hein, fait pas sa compétition du siècle, hein, franchement, hein. Donc aujourd'hui, c'était Jo Yeon-woo au cage, vu que Kim Seung-gyu est blessé. Pareil, son match a été très très juste hein, quand même, hein. Est-ce qu'il faudra pas mettre Song Boom-kyun pour le troisième match? On verra, mais franchement, compliqué pour la Corée. Après, voilà, j'ai pas plus de choses à en dire. Je vous avoue que le deuxième match, je n'ai vu que des extraits. Donc, ça serait. J'ai pas tant d'analyse à faire que ça. Mais sur le match d'aujourd'hui, prendre 3 buts par la Malaisie, tu peux le tourner de toutes les façons possibles. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, voilà. Même la première mi-temps, qu'est-ce qu'on a dormi. Pour l'anecdote, si vous avez regardé Corée du Sud, Malaisie, à la mi-temps, en boucle, vous savez, à chaque mi-temps, il y a les highlights de la première mi-temps. Et là, en boucle, il y a eu le but. Parce qu'il n'y a eu rien d'autre en première mi-temps que le but. Du coup, il le montrait sous tous les angles, zoomé, dézoomé, avec les commentateurs, sans les commentateurs, un petit zoom sur une meuf dans les tribunes de temps en temps. Et il n'y a eu que ça, parce qu'il ne s'est rien passé, parce que la Malaisie défendait. La Malaisie a bien défendu. J'ai bien aimé le match de Dominique Tan d'ailleurs. Et la Corée, bah, ça faisait des passes. Beaucoup, ça cherchait beaucoup compliqué aussi, très compliqué aussi. Par exemple, ça tentait des transversales, des dribbles, donc ça perdait la balle. Ça manquait de jeu simple, j'ai trouvé. Juste, t'as pas besoin de taper une transversale pour faire une différence. Juste un bon appel, un bon décalage au bon moment, ça suffit normalement. C'est ce qu'a fait la Jordanie contre la Malaisie. C'est ce que fait l'Irak. Ça sert à rien de jouer compliqué quand tu peux faire simple et efficace. Sauf que le problème, c'est que les joueurs, ils sont perdus avec Klinsmann. Sony, il sait pas ce qu'il doit faire. Littéralement, il sait pas ce qu'il doit faire. Donc voilà. Voilà. Ça va être compliqué pour la Corée pour la suite. Ah oui, et puis Jürgen Klinsmann à la fin du match, après l'égalisation de Morales, le grand sourire, en mode rien à foutre, mais genre vraiment rien à foutre. J'ai hurlé de rire quand j'ai vu ça. Franchement, il y en a vraiment, mais rien à faire. C'est affligeant, c'est affligeant. Mais bon, voilà. Les Coréennes 10 sur 10 en tribune. Ah ouais, par contre, il nous a régalé le réalisateur, hein. Franchement, là, que des 10 sur 10, hein, vraiment. Il en reste 3. On va parler de la Chine maintenant. Pareil, on va évacuer. Zéro but marqué en 3 matchs. Pire attaque. Est-ce qu'il y a une autre sélection qui a fait pire, qui a marqué zéro but? Je suis en train de réfléchir. Hong Kong, non, a marqué. L'Inde, si, il y a l'Inde. L'Inde n'a pas marqué non plus. Bon, non, on va en parler après. Mais voilà. Voilà, que dire de la Chine, hein. Très très faible offensivement. Comme, exactement comme pour le Qatar, c'est même pas fort défensivement. Ça tient juste au fait que les adversaires sont pas foutus de marquer. Parce que défensivement, surtout contre le Kyrgyzstan, il y avait des gros espaces dans le dos des latéraux. Voilà. Le milieu a été dégueulasse. Un Daiwei Jun a absolument été scandaleux. Voilà. Euh, Bah, on sent même sur le coaching, hein, beaucoup d'impuissance. Contre le Qatar, on a vu des belles choses, mais pareil, beaucoup d'inefficacité devant. Un Wooley très décevant aussi, il faut le dire. Franchement, cette Chine, elle fait pas rêver, elle continue de s'enfoncer dans les méandres du football asiatique. Et plus le temps passe et plus on peut commencer à vraiment enterrer le football chinois pour les 20 prochaines années, hein. De toute façon, là tout est mort. En plus, récemment, il y a deux clubs qui sont morts, Dalian puis Shenzhen. Donc, cette instabilité chinoise, elle est intenable pour les joueurs. T'as aucune possibilité d'exportation parce que le championnat est plus coté et tout le monde s'en fout. La Fédé, on n'a plus rien à faire. Donc, franchement,
Pauvre football chinois, hein. Merci pour tout ce que tu m'as apporté dans ma vie. Tu m'as fait aimer le football asiatique. Mais là, maintenant, c'est finito, hein. Franchement, c'est finito, c'est finito. Bon, on passe au dernier flop, enfin l'avant-dernier flop, avec l'Inde. Pareil que la Chine. Empire même, parce que même s'il y a eu du jeu proposé, c'était d'une faiblesse abyssale les matchs. Je vais faire des cauchemars pendant des mois de Manveer Singh qui tente des dribbles. Je sais pas s'il en a réussi un seul. Le pauvre Sunil Chetri qui était bien tout seul. T'as Changte qui a quand même fait deux matchs corrects. Donc on va le souligner. Peut-être le meilleur indien sur le terrain. Changte. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà. Mais alors le reste de l'équipe, je vous parlais d'Apuya en début de sélection. Là, le milieu, il a été nul, mais nul contre la Syrie. Mais quelque chose d'impensable, hein. Il a perdu des ballons bêtes. Il a pas réussi ses passes. Il a été catastrophique. Et alors la défense. Oh là là, la défense, mais c'est fabuleux la défense, hein. Les gars, ils étaient statiques à chaque fois. Ils regardaient la balle passer. C'est oh le ballon, il arrive le ballon, on va le laisser tomber sur la tête de l'attaquant, hein. Oh là là. Ah, c'était vraiment quelque chose l'Inde, hein. Même le gardien était pas. Ah, rien ne va pour l'Inde. Mais j'ai même pas envie d'en parler plus parce qu'au final on les connaît les problèmes. L'Inde c'est la Chine Empire. Donc on peut répéter les mêmes choses et au final je suis même pas sûr que l'Inde puisse prétendre en 2027 à disputer la prochaine Asian Cup, hein. On en est là, hein. C'est-à-dire que moi je pense que ça va continuer à descendre et au bout d'un moment ça aura tellement descendu que ça fera même pas partie des 24 meilleures équipes quoi. Si on peut en dire que ça en fait partie déjà, parce qu'il y a des équipes non qualifiées qui auraient presque mérité d'y être plus, genre le Koweït. Pour relativiser, il y a 10 ans, ils prenaient 5-0. Ouais, mais après, le fait qu'ils prennent pas de 5-0, c'est davantage dû au fait qu'ils étaient dans un groupe où il y avait peu de grosses attaques. L'Australie et l'Ouzbékistan, ça jouait très peu offensivement, même la Syrie, hein, forcément. On a vu peu de spectacles parce que c'est pas des équipes qui jouent beaucoup. Donc, forcément, quand tu te procures peu d'occasions, tu marques peu. C'est mathématique, c'est voilà. Est-ce que t'as vraiment envie de jouer avec des joueurs comme Raoul Bequet, toi? Parce que moi non, franchement. Franchement, quand tu vois le gars avec la balle dans les pieds, t'as l'impression que c'est la balle qui joue avec lui et pas lui qui joue avec la balle en fait. Donc il subit sans arrêt. Genre faire un contrôle déjà pour lui, il doit prier un coup avant de le réussir. Donc bon, il fait une intervention à la place de l'attaquant adverse. T'as peur de perdre peut-être ton tibia. Donc non, franchement, t'as pas envie de jouer avec ça, hein. Avant-dernier flop finalement, vu qu'on va parler d'Oman après. Avant-dernier flop, j'ai noté la défense vietnamienne, et juste la défense, parce que le milieu, même si ça n'a pas été parfait, j'ai bien aimé Tyson. L'attaque, j'ai beaucoup aimé Dinbak. J'ai beaucoup aimé, comment il s'appelle, Fan Tuan Lam. Non, Femme, Tuan Lam. Non, Femme, oui, Femme, bref, Femme. J'ai beaucoup aimé Femme, voilà. Donc, voilà. Mais la défense, ça a été catastrophique. Deuxième pire défense, du coup. 8 buts en... non, co-pire défense, pardon, 8 buts encaissés. Hop, c'est ça. Copire défense avec la Malaisie. 8 buts encaissés, des erreurs défensives à tout va. Il y a eu un changement de charnière, enfin de charnière à 3. Hier, ça n'a pas du tout payé face à l'Irak, vu que tu as deux erreurs du même défenseur sur deux des trois buts irakiens. Donc ça n'a pas payé. J'ai bien aimé Bui Hoang quand même. Mais le problème c'est qu'il a fait des erreurs. Il a été très solide des fois, mais le problème c'est que quand il a fait des erreurs, elles ont été fatales à chaque fois. Il a provoqué un penalty, enfin voilà. Donc c'est dommage. Et voilà, des buts bêtes encaissés par le Vietnam, des penalties provoqués. C'est dommage parce que la défense au final c'était le secteur le moins touché par les blessures. Donc ça pose question quand même pour l'avenir. Et puis on peut parler aussi de Philippe Nguyen, du coup, le gardien vietnamien qui remplaçait Dang Van Lam et du coup qui joue sa premier match avec la Thaïlande qui était naturalisé récemment, Philippe Nguyen, et que j'ai trouvé très 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 juste, hein, franchement, hein. C'est un très bon gardien qui a notamment été élu meilleur gardien de République tchèque il y a quelques années. Et là maintenant il est parti, je crois que c'est à Hanoï ou à Ho Chi Minh, un truc comme ça. Et franchement, il était très très décevant, très peu rassurant dans ses sorties. Le penalty transformé, non, le penalty raté par Hussein qui le tire sur le poteau, il nous a fait un plongeon à la Lloris là, Nguyen. C'est-à-dire que Hussein était encore dans sa course d'élan, que lui, il faisait comme ça sur le côté, genre prêt à partir de ce côté. Donc l'autre avait juste à glisser de l'autre côté, c'est ce qui s'est passé. Et voilà. Voilà, voilà. Mais du coup, je vais pas taper sur tout le Vietnam parce que le reste a été très bien. On a vu des très bonnes relances propres.
Franchement, Troussier, ça. Déjà par rapport au match de cet automne, le Vietnam a été bien meilleur. C'est vraiment cruel qu'il termine à 0 points au final. Mais, euh, mais voilà, ça reste quand même positif. Il y a du positif à tirer pour l'avenir, on va dire. Troussier, il aura l'échéance de la Coupe du Monde 2026. Je pense pas que la Fédé lui demande de se qualifier, mais je pense que la Fédé lui demandera au moins d'arriver au dernier tour de qualif. Donc s'il n'y arrive pas, je pense qu'il se fera virer. Mais il a encore du temps. C'est pour construire sur le long terme. Donc voilà. Je pense pas qu'ils vont le virer parce que la Fédé vietnamienne travaille bien quand même et assez consciente de ses forces et ses faiblesses. Donc il n'y a pas de raison que ça parte. Voilà, voilà. Fin du match 0-0 entre KSA et Thaïlande. Voilà. Et l'Indonésie, du coup, oh, incroyable, incroyable, l'Indonésie qui se qualifie du coup pour la première fois de son histoire, je suppose. En première qualification de son histoire, je suppose en huitième pour l'Indonésie. Donc attendez, Ada Indonesia Koi, hein, comme on dit. Let's go. Let's go, let's go. Vive l'Indonésie. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Voilà. L'ASEAN aura géré du coup au final, hein, franchement. Deux des quatre équipes en huitième. Après, je peux pas, vous comprenez que je peux pas mettre l'Indonésie en top parce que il y a eu beaucoup trop de lacunes. Donc il y aura pas l'Indonésie en top, mais bravo quand même, franchement, franchement bravo à l'Indonésie. Mais c'est un peu unexpected, hein, c'est un peu inattendu, mais vive l'ASEAN, voilà, vive la Thaïlande, vive l'Indonésie, voilà. Elles seront pas dans les tops, elles auraient pu mériter d'y être, mais voilà, je laisserai ça au montage d'ailleurs, hein. Bravo la Thaïlande, bravo l'Indonésie, et bravo l'ASEAN, l'ASEAN qui va enfin peut-être s'émanciper de ce rôle de donneur de points à chaque fois dans les compétitions. Donc ça fait plaisir. Le Vietnam aurait mérité mieux, et voilà. Franchement, à part la Malaisie qui même si elle a été bonne contre la Corée, a été très mauvaise le reste du temps, les trois autres pays de l'ASEAN nous auront franchement régalé. Et ça s'applaudit vraiment. Vraiment, ça s'applaudit. Ah non, bah du coup, pour finir, du coup, flop improvisé, on va parler d'Oman, qui peut avoir beaucoup de regrets, parce que Oman, c'est quand même une nation qui est censée être aux portes du top 10 asiatique, et qui finit donc avant-dernière de son groupe, avec 2 points seulement, 2 matchs nuls. Il y aura eu beaucoup de regrets, Oman, quand même, parce que contre l'Arabie Saoudite, ça aurait mérité beaucoup mieux, notamment le magnifique match de Salah Al Yahyaei, qui avait vraiment fait un match de titan. Les Omanais qui auront été soutenus beaucoup par les Qatariens, je ne sais pas si vous avez vu l'image, mais dans les tribunes du stade aujourd'hui, tu avais un grand groupe de Qatariens avec un drapeau du Qatar et devant eux, ils agitaient des drapeaux d'Oman. Et globalement, t'avais beaucoup de gens avec une pancarte, enfin avec un genre une feuille, avec un mix du drapeau qatarien et du maillot omanais. Je savais pas qu'il y avait autant d'affection entre ces deux pays, je l'ignorais, je savais pas. Ça pourrait être intéressant de me renseigner pour traiter en vidéo, ça peut-être un jour. Mais, euh, mais voilà, mais du coup très déçu d'Oman parce qu'après contre la Thaïlande, le 0-0 est triste mais logique, mais quelque part c'était pas ce match qui devait gagner. Par contre, bah, du coup j'ai vu que la première mi-temps de ce match aujourd'hui manque de réalisme. Défensivement ça tenait très bien la route pourtant, malgré il y a peut-être eu une occasion à un moment d'un Kirghiz qui en contre, donc c'est rare de prendre Roman en contre, mais ils ont réussi. Malheureusement, il foire totalement sa frappe, genre il rate le ballon au moment de frapper, du coup ça rentre pas, c'est typique le Kirghizistan, ça, hein. Offensivement c'est compliqué, mais voilà. Et bah du coup, je vois qu'ils ont égalisé, du coup très déçu d'Oman. Je m'attendais pas à du football champagne, parce que c'est absolument pas du football champagne, Oman ça n'en a jamais été, ça n'en sera jamais, mais je m'attendais à ce que ça gagne contre le Kirghizistan aujourd'hui. C'était obligatoire, vu la faiblesse kirghize, la faiblesse de l'équipe, franchement, hein. Peut-être l'effectif le plus faible avec Hong Kong, si c'était même pire qu'Hong Kong, Kyrgyzstan. Donc c'est très problématique de ne pas avoir gagné ce match et du coup ça c'est cruel, ça c'est l'élimination. Mais on aurait pu imaginer que s'ils avaient réussi à tenir le score contre l'Arabie, la suite aurait été tout autre. Mais bon, avec des si malheureusement, hein, comme on dit, on mettrait Saint-Etienne en bouteille. Ah non, pas Saint-Etienne.